Causons couture, un podcast créatif pour parler de notre garde-robe faite main et découvrir le milieu de la couture avec des interviews de ses personnalités, de ses entrepreneurs et de ses actrices qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. Sherwood, c'est une promesse que tu t'offres, la promesse de t'aimer simplement, oser un nouveau regard sur toi, assumer qui tu es et ne plus t'excuser d'être là. Une méthode de développement personnel axée sur l'expérience, la redécouverte de ton corps et de tes aspirations individuelles. Fuck everybody. Je dis bye bye aux grandes injonctions de la vie, je suis unique. Toi aussi tu es unique. Alors tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, style, coaching en images, je suis là pour toi. Et c'est parti pour une nouvelle saison de podcast 2024-2025. Bienvenue Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Charline Durpois et Mylène Lorguillou pour leur génial livre Couture Zéro Chute. C'est parti. Écrire un livre tout à fait fabuleux qui s'appelle Couture Zéro Chute. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, on va faire un peu dans le désordre aujourd'hui, comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, moi, j'ai rencontré Mylène lors d'un stage de sensibilisation à la couture Zéro Chute qui était animé donc, par Mylène, évidemment, au sein du tiers-lieu Sous Hélène, qui était une association en faveur du développement durable de la filière textile. Super. À Bordeaux, du coup. Voilà, à Bordeaux, tout à fait. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a fait connecter ? Ça a été Love at First Sight ou vous vous connaissiez un petit peu via les réseaux avant et vous vous étiez repérés ? Comment ça s'est passé ? En fait, moi, j'ai rencontré Mylène lors d'un atelier qu'elle animait au sein de Sous Hélène, qui est une association de développement durable en faveur de la filière textile, qui était située à Bègles. Ouais. Et je faisais déjà de la couture depuis un petit moment et je connaissais pas du tout la notion de zéro waste. J'étais très curieuse, du coup, je me suis inscrite à l'atelier. Et donc, suite à cet atelier, il y a eu une vraie connexion entre vous, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2018. J'avais vraiment envie de proposer un événement autour de la Fashion Revolution à Bordeaux, parce qu'il se passait pas grand-chose. Et moi, c'était vraiment une cause qui me tenait à cœur. Ouais. Et du coup, j'ai proposé un peu à Solène de faire quelque chose ensemble avec d'autres personnes de la communauté bordelaise couture, quoi. Ouais. Et je crois même que c'était avant que le tiers-lieu ouvre. Et, Oui, c'est vrai. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a collecté plein de sacs de magasins de fast fashion, des sacs en plastique en effet, et on les a triés par couleur, etc. Et après ça, on en a fabriqué des vêtements. Et l'idée, c'était de faire un peu une opération de communication sur le sujet pour interpeller les gens. Et du coup, on a organisé un défilé par la suite dans un autre tiers-lieu à Bordeaux qui s'appelle Darwin. Et voilà, et donc c'est un peu, je crois que c'était un peu les prémices de notre collaboration, on va dire. Et à quel moment, après, dans vos échanges et vos discussions, vous vous êtes dit, eh ben, peut-être qu'il y aurait quelque chose de plus à faire, comme un livre ? En fait, c'était il y a 2 ans, je crois, c'était à l'été de 2022. Moi, je revenais d'un voyage en Écosse et je m'étais dit sur mon vélo, ce serait cool d'écrire un livre sur le sujet. Ouais. Parce que je sentais qu'il y avait vraiment un manque de ressources francophones. Il y a déjà plusieurs livres qui étaient écrits sur le sujet dans les cercles anglophones. Mais là, il manquait quelque chose et donc je me suis dit, vas-y, j'ai envie de penser à ce projet-là. Et je pense que j'avais pas envie que ce soit quelque chose de trop sérieux, trop écolo. Voilà, j'avais vraiment envie d'apporter une touche un peu différente. Et bah, évidemment, quand je pensais à ça et au fun un peu, j'ai direct pensé à Charline. Et j'aimais beaucoup son esthétique, voilà, dans tous ses posts, la manière dont elle communiquait, qui était vraiment, qui me parlait grave. Et donc je me suis dit, je vais le proposer à Charline. Donc je crois que ça faisait peut-être 2 ans qu'on s'était pas vus. Et puis je l'ai appelée un jour et je lui ai proposé de faire ça avec moi. Et voilà. Et donc quelques mois se sont passés. Donc c'était un peu
au début juste qu'une idée. Ouais. Et par la suite, je vais laisser la parole à Charline. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que 4 mois ont séparé cette discussion et la prise de contact sur mon compte Instagram par une éditrice, Aude de Selle, pour ne pas la nommer, qui travaillait chez Hachette et qui m'a proposé d'écrire un livre. Et j'ai tout de suite pensé, évidemment, à Mylène pour le faire ensemble. Finalement, l'idée venait de chaque côté et ça s'est rencontré au bon moment, quoi. Ben, on a eu cette opportunité et je me suis dit que c'était un signe, en vrai, Ouais. et qu'il fallait la saisir de cette manière-là, par rapport à la proposition que Mylène m'avait fait quelques mois précédemment. On avait envisagé du crowdfunding à l'époque, donc là, vraiment, d'avoir cette solution d'édition sécurisante, c'était vraiment une superbe opportunité. Et comment est-ce que vous avez construit le projet? C'est parti d'abord de la partie construction des pièces, ou est-ce que c'est parti de l'esthétique, ou est-ce que vous aviez le projet de cette espèce de capsule avec des pièces qui se complètent? Comment ça s'est fait? Ce qui s'est passé, c'est que déjà, on a travaillé toutes les deux pour savoir ce que l'on voulait justement, qu'est-ce qu'on voulait faire passer comme message, qu'est-ce qu'on voulait faire véhiculer, quelle image on voulait renvoyer du zéro waste en France. Donc ça a été un mélange de valeurs, de lignes éditoriales et d'esthétisme et de valeurs ajoutées en termes de stylisme. Ouais. Voilà, on a tout mis à plat pour le présenter justement après à Hachette et s'assurer que tout ça, on n'y dérogerait pas, quoi. Ouais. Et c'est là, je trouve, le point très très fort de ce bouquin, qui a été soulevé par un certain nombre de personnes qui ont pu le lire et en parler ces dernières semaines, enfin jours, semaines sur Instagram. C'est-à-dire que c'est plus que juste un livre de patron, en fait. Oui. Quand le livre fait 125 pages, et en fait les 50 premières pages parlent déjà du zéro chute, on va en reparler un petit peu après, et puis de vraiment comment construire votre projet, comment est utilisée la méthode, vraiment le mode d'emploi, et toute une réflexion autour de ça. Et vraiment, c'est vrai que ça se retrouve dans le livre, et c'est ça qui fait son point très très positif, quoi. Bah, merci, c'est appréciable parce qu'on a vraiment mis du cœur à l'ouvrage, d'autant plus Mylène qui est une expertise qu'elle utilise en faveur de personnes qui sont déjà sensibilisées en termes de modélisme, donc des personnes qui ont une compétence technique. Et de le vulgariser et de le mettre au service des particuliers, je pense que ça a été vraiment le challenge et l'enjeu de ce projet. Et je trouve que Mylène a été force de proposition pour ça parce que tout le monde est OK pour dire que ça a été bien mené. En effet, c'est vraiment super chouette. Et j'avais déjà reçu Mylène il y a peut-être 2 ans, au moment où elle avait cette idée de livre. Et on avait justement parlé zéro chute ensemble. Mylène, est-ce que tu peux refaire un petit point un peu rapide pour les gens qui n'auraient pas vu le livre ou qui n'auraient pas compris l'idée autour de ce livre et surtout du zéro chute? Et ben, en fait, le concept de la couture zéro chute, c'est de proposer en fait des patrons où toutes les pièces s'imbriquent parfaitement entre elles sans générer de chute. Voilà. Donc, en termes au niveau des différences, c'est que plutôt que de proposer un patron où toutes les pièces sont indépendantes les unes des autres, finalement, là, les pièces forment un ou plusieurs rectangles et c'est un peu comme un puzzle finalement. Ouais. Donc, au niveau de la conception, c'est très différent parce que, pour le coup, de mon côté en tout cas, et du côté de tous les créateurs qui se lancent dans la conception zéro chute, c'est un vrai challenge puisqu'il faut à la fois penser à l'esthétique du modèle, il faut penser au volume que ça va générer, au fit, au confort et aussi à l'imbrication des pièces. Et à l'inclusivité aussi. Oui. Parce que tu avais cette contrainte aussi qui était très importante à la base, qui était de faire des patrons inclusifs. Et dans l'inclusivité, on va retrouver dans ce livre déjà l'inclusivité au niveau des tailles, c'est-à-dire que vous avez une gamme de tailles qui est très large, et aussi au niveau des genres, c'est-à-dire que vous avez pensé ces modèles pouvant être portés par des hommes comme par des femmes ou des personnes non genrées ou si se situent dans le genre qu'elles le souhaitent. Et justement sur cette question, est-ce qu'on parle de unisexe ou de multigenre? Comment est-ce que vous diriez, vous? Moi, je dirais multigenre. Ouais, moi aussi plutôt. En général, quand je dois parler du sujet, je parle plutôt de gender fluid, Ouais. mais c'est un terme plutôt anglophone. Je pense que du coup, multigenre, ça passe. Non genré, non, non genré, c'est pas mal. Non genré. Voilà, parce que Ouais. je me souviens avoir écouté justement un podcast sur une femme qui faisait qui était créatrice de mode mixte, enfin unisexe plutôt,
et où là, pour le coup, c'était la même esthétique pour tout le monde et où il n'y avait pas forcément le sexe pouvait pas. Je m'exprime très mal. Je trouve que c'est différent en fait l'expression unisexe ou non genrée. En fait, je trouve que Oui, pour le coup, enfin là, c'est vraiment le sujet, c'est le genre et essayer de proposer quelque chose qui soit pour tout le monde. Et même si tu te définis pas en tant qu'homme ou en tant que femme, parfois il y a d'autres personnes qui se définissent voilà, différemment que homme ou femme. tout Et à fait. donc, de pas mettre les gens dans des boîtes. euh, voilà. Et c'est aussi, au-delà de ça, moi je crois que ça m'a je, je me retrouve pas en fait dans l'esthétique qui est proposée dans les collections femmes. Je me retrouve pas toujours. Alors bien sûr, parfois c'est le cas, mais euh, du coup, j'aime pas trop dire que je fais des vêtements pour les femmes. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai que finalement, tout le monde peut porter une jupe et on voit un homme qui porte une jupe dans votre livre. C'est pas parce que c'est une jupe qui a été pensée pour les femmes à la base, enfin, ou à la base de je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, autrefois, beaucoup d'hommes portaient des jupes également et des robes. Finalement, c'est une pièce d'un vestiaire qui peut être utilisée par toutes les personnes qui le souhaitent, en fait. Oui, c'est ça. Mm. Et sur la question de la taille, contrairement à la création d'un patron classique, on ne crée pas une taille et puis on va grader ce qu'on appelle et rajouter des petits centimètres sur les bords, enfin avec des techniques beaucoup plus compliquées pour les gens qui font de la gradation. C'est un métier en soi, mais l'idée c'est Ouais. d'agrandir, on va dire, un patron. Là, il y a vraiment tout un travail qui est à refaire à chaque taille pour que ça puisse rentrer dans notre laisse de tissu, en fait, ou dans notre rectangle ou notre tissu, en fait. C'est ça l'enjeu aussi. Ouais, alors au niveau de la conception, si tu veux, moi j'ai pensé les patrons de sorte à ce que ils puissent avoir une gradation la plus conventionnelle possible, tout en restant dans des rectangles. Donc en fait, tout le challenge, c'était de penser un peu, ok, quelle pièce va aller avec telle pièce, parce que si tu places deux pièces qui ont des évolutions opposées l'une à côté de l'autre, et ben en fait, au bout du compte, euh, ce caractère zéro chute, il pourra pas suivre dans les tailles extrêmes. Mhm. Et donc ça, c'était un challenge. Euh, et après, en fait, il y a une grosse différence aussi dans la manière dont j'ai travaillé par rapport à ce que je proposais il y a quelques années. Il y a quelques années, je proposais donc des patronages zéro chute qui étaient en un seul bloc Mhm. où, ben, suivant la taille que tu choisissais, tu avais une largeur qui était différente. Donc, je sais pas, si tu faisais un 36, tu allais peut-être 110 centimètres. Si tu Ouais. faisais un 42, bah, tu avais 140, je dis n'importe quoi. Ok. Et sauf que ça, c'était assez restrictif pour les personnes parce qu'elles se disaient, bon, bah, en fait, le tissu que j'ai, il n'a pas la bonne lèse. Et du coup, bah, je me retrouve bloquée. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un autre tissu. Mm. Et je trouvais que c'était assez contraignant et que ça n'encourageait pas en fait les gens à utiliser ce qu'ils avaient déjà. Ouais. Et donc j'avais vraiment envie de changer tout ce système-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu développer un système qui permette justement de prioriser déjà les coupons qu'on a dans notre placard, d'inviter les gens à les utiliser, pourquoi pas à les assembler, à essayer de recomposer un tissu avec ça. Et le fait que les patrons sont développés, enfin, qui sont disponibles en plusieurs rectangles, et ben, ça facilite davantage, c'est beaucoup plus modulable que si c'est un seul rectangle hyper figé. Donc là, ça veut dire qu'on peut, par exemple, dans le t-shirt, je crois qu'il y a 3 blocs principaux. Ben, chaque bloc peut être coupé dans un tissu différent. Et ça rend les choses plus modulables. Ouais. Ça, c'est super Voilà. intéressant. Et ça favorise justement la réutilisation des tissus, l'utilisation des chutes, pour le coup, qu'on aurait pu faire d'autres Ouais, tout à tissus. fait. Ouais. Et en fait, la réflexion, c'était de se dire, c'est très probable qu'on n'ait pas exactement les bonnes dimensions, même si Ouais. on utilise des coupons, etc., qu'on en recompose. Mais si on a des chutes qui sont plutôt rectangulaires, des bandes Mm. qui restent sur la largeur de l'aise ou au bout, ben, c'est pas grave puisque c'est des rectangles et les rectangles peuvent être réutilisés à l'infini. Alors que quand on a des chutes qui sont un peu difformes, enfin très courbes, Ouais. et ben, c'est très difficile à réutiliser. Ouais. Ouais. Ouais.
Et justement, sur ce question des choix des tailles, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres tableaux de taille, là, c'est pas genre je mesure 100 de tour de poitrine, donc ma taille, ça va être la taille numéro tant. Est-ce que vous Non. pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez travaillé votre tableau de taille et justement comment il est construit? Parce que je trouve que c'est très astucieux. Ouais, alors en fait, j'ai fait des sacrées recherches sur le sujet parce que déjà, alors, moi, je n'ai pas du tout étudié la conception grande taille à l'école, Ouais. à mon grand désarroi. Donc là, j'avais vraiment envie de prendre ce projet comme une opportunité pour me réinventer et apprendre de nouvelles choses. Et donc, en fait, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, sur, OK, c'est quoi les différences entre une conception plus petite taille, des conceptions grande taille. Et à partir de ça, et notamment, j'ai lu les articles de Raphaël de Ready to Sew Ouais. sur le sujet et qui avait documenté énormément son process et je trouvais ça hyper intéressant. Donc, avec ça, plus d'autres recherches que j'ai fait, je me suis dit, OK, je vais reprendre à zéro. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà défini, OK, c'est quoi la cible de la population enfin, c'est quoi la cible qu'on vise? Donc, c'est plutôt des morphologies européennes, puisque Mhm. on édite pour un public francophone. Et donc, j'ai choisi de m'orienter sur des tableaux de taille européens. Et en fait, on a la chance d'avoir euh, un standard qui s'appelle Alvanon. Ouais. Et Alvanon, en fait, fournit des standards pour toutes les populations. Et c'est des études morphologiques qui ont été faites sur des milliers de personnes. Ouais. Et pour l'Europe, ils proposent deux grilles de taille. Une grille de taille plutôt petite taille, enfin le terme petit n'est pas correct, mais euh, une grille de taille femme Ouais. standard et une grille de taille plus size. Alors, bon, la question du standard se pose, mais peu importe. Et donc, en fait, j'ai choisi de prendre les deux extrêmes de ces grilles de taille que j'ai fusionnées pour D'accord. créer voilà, ma propre grille de taille. Et donc, à partir de ça, ensuite, je suis venue développer les modèles. Euh, et pour moi, c'était important dans le livre de ne pas mettre les gens dans des boîtes, encore une fois, et plutôt d'inviter les makers à concevoir un vêtement en fonction du confort, la manière dont ils se sentent à l'aise dans les vêtements, Mm. plutôt qu'en fonction de leur mensuration. Ouais. Euh, et encore une fois, je pense que ça part aussi d'une expérience qui est très personnelle. Euh, Moi, je me retrouve pas dans les recommandations de taille qui sont faites la plupart du temps. Mhm. Je me sens souvent étriquée et du coup, j'aime souvent porter bien plus large que ce qu'on me préconise. Ouais. Et, et du coup, je trouvais ça intéressant de casser un peu ça. Et c'est aussi pour ça que du coup, on a fait le choix de nommer les tailles en alphanumérique plutôt qu'en numérique. Donc les tailles, elles sont dispo de A à K, L, ensemble. Et voilà. Et donc ça casse un peu, et ça casse un peu, voilà, la segmentarisation des morphes, quoi. C'est ça. Et on n'a rien inventé. Enfin, en fait, ce système de taille, il est déjà disponible, il est déjà beaucoup utilisé dans le milieu anglo-saxon. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on choisit pas sa taille en fonction de, on prend son tour de poitrine, ça correspond à une taille et on choisit cette taille. Mais on prend, enfin, je dis tour de poitrine, mais c'est n'importe quelle mensuration de notre corps. Et on se dit, ben voilà, moi j'ai envie d'avoir telle aisance avec mon vêtement, donc je vais choisir la taille qui correspond à mon tour de poitrine plus, enfin ma mesure plus l'aisance que je souhaite. Et C'est donc c'est ça. pas en fait c'est pas tant une taille qui correspond à votre corps, mais une taille qui corresponde au choix esthétique et confort que vous souhaitez réaliser. Ouais, tout à fait. Voilà. Pardon, il y a juste une chose aussi, je ne sais pas dans quelle mesure on pourra y revenir, mais que je trouve hyper pertinente dans la réflexion qu'a utilisée Mylène pour créer ses patrons, c'est qu'elle a utilisé un logiciel de 3D. Ce qui fait qu'elle n'a pas utilisé de matière première dure,
en gros, pour s'assurer du tombé de toutes les tailles. Il y a eu des simulations et aussi, pardon, je mets tout ça comme ça. Après, Mylène, tu prendras Ouais. le temps de le dire par rapport à ton expertise, mais il y a eu aussi un parti pris dans le modélisme chez Mylène qui a été de faire en fonction de la taille au plus fort. En gros, habituellement, dans le stylisme et le modélisme, on va d'abord s'assurer que ça va au 38 et on croise les doigts pour que ça aille à un 54. C'est ça. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, c'était juste ça. Oui. Je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler. Voilà. Ah, c'est Mais je vrai. sais pas, après, voilà. Ouais, mais c'est hyper intéressant et important pour moi de le dire. Ah, c'est vrai. Merci, Charline, de rappeler. Il y a eu tellement de Et choses oui, dans et ce oui. projet Et c'est pour ça que j'y tiens, parce que c'est pas anodin Non. et c'est un parti pris très important Ouais. qui a donné justement encore plus de difficultés, je pense, à tout ça. Donc voilà. Bah, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait évoqué dans l'entretien qu'on avait déjà eu avec Mylène, qui disait que en fait le zero waste permettait, ou en tout cas induisait de fait, de complètement voir le modélisme, de remettre complètement la création modéliste à plat. En fait, on repartait de zéro et on cassait tous les codes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc justement, comment est-ce que tu as créé les modèles et comment tu les as finalement testés? En fait, on est parti déjà avec Charlie, on avait défini des silhouettes. D'accord. Quel type de silhouette on souhaitait avoir. Donc, on s'était dit, ce serait cool d'avoir à peu près 3 hauts et 3 bas. Mhm. Et, et à partir de là, en fait, moi, j'ai commencé à faire des recherches de formes, des recherches géométriques. En effet, grâce à mon logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Clo 3D. Ouais. Et donc, en fait, c'est un logiciel qui permet vraiment de tester des volumes, de les simuler sur des avatars en différentes tailles. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé encore le standard Alvanon. Donc, j'avais mes avatars dans toutes les tailles et Mhm. je venais simuler le vêtement pour tester le tombé et aussi tester l'imbrication des pièces. Et pour le coup, c'est vrai, j'ai fait un choix un peu très challengeant pour le coup. C'était de choisir l'équivalent de la taille 52 comme taille de base. D'accord. D'habitude, je choisissais plutôt la taille 40 parce que c'est une taille qui est proche de ce que je porte habituellement, donc c'est plus facile d'essayer, etc. Mais là, j'avais vraiment envie de changer mon regard en fait sur Mhm. le corps. Et on dit souvent que la perception des proportions, elle est différente pour les grandes tailles et que quand on n'a pas été habitué en fait à concevoir comme ça, on peut avoir des raisonnements qui sont assez faux, de se dire ah bah ça tombe pas bien. Bah non en fait c'est juste parce que Ouais. notre œil est pas habitué en fait. Ouais. Et du coup c'était vraiment important pour moi de faire cet exercice-là pour changer de regard. Et, et du coup on a donc, j'ai développé toutes les bases en taille l'équivalent de 52. Et ensuite, on a fait monter les protos. Mhm. Et ensuite, on les a essayés. C'est pour ça qu'on avait fait un appel aussi sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des personnes qui pouvaient nous aider, qui avaient les morphos qui correspondraient à cette base. On a fait les essayages. Et puis, à la suite de ça, moi, j'ai énormément travaillé sur la mise à jour. Il y a des choses auxquelles enfin, il y a des bases qui étaient très prometteuses et qui, pour le coup, se sont avérées pas être ouf une fois essayées. Et puis, à l'inverse, il y a des choses dans lesquelles je croyais un peu moins et qui sont avérées être quasi parfaites dès le début. Donc, ça, c'était cool. Et puis après, du coup, pendant plusieurs mois, j'ai fait énormément d'itérations parce qu'il fallait également penser au fait que ce soit accessible, que les finitions soient pas trop compliquées, que ce soit intelligible et que ça puisse être documenté dans un tutoriel. Moi, je veux juste revenir sur un truc. Je sais que c'est du vocabulaire que tu as l'habitude d'employer, mais pour vulgariser, comme on a bien l'habitude de le faire, Mylène, l'itération, ça veut dire quoi? Une itération, c'est le fait de réaliser plusieurs versions Ok. et d'améliorer. Enfin, Et répéter, Ah, répéter, refaire, ouais, refaire. voilà, c'est ça. C'est ok, on a un truc en tête, ben on va faire plusieurs versions de cette même idée et puis ben, voilà, il y a des variations à faire. et l'améliorer à chaque fois, on est d'accord. Il n'y a pas forcément une notion d'amélioration dans l'itération, dans le mot itération, je crois pas. Mais après, je suis pas spécialiste du langage. Non, mais dans toi, quand tu parles d'itération, dans ta façon de faire, on est d'accord que tu testes une première fois, tu observes Oui, des changements à réaliser, et tu recommences
dans une volonté d'améliorer. Oui, Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, itération, c'est simplement la répétition, mais là, c'est la répétition jusqu'à twister, jusqu'à ce que ça tombe correctement au résultat qui est Exactement. recherché, Ouais. en fait. C'est ça. Exactement. Et enfin, vous aviez vraiment 3 hauts, 3 bas, c'est resté comme ça? Est-ce que ça a beaucoup changé à partir du projet initial? Ou est-ce que vous avez été assez d'accord très rapidement et ça a donné ce que c'est aujourd'hui? Moi, je dirais que ça a pas beaucoup bougé et que pour le coup, c'est une expertise qui dépend vraiment de Mylène. Donc je ne pouvais pas non plus, comment dire? Trop en demander. C'est-à-dire que déjà la difficulté du modélisme zéro chute en étant inclusif et cetera, moi je partais déjà du postulat que si on arrivait à faire ce qu'on avait envie à la base, c'était très bien. Donc me voir dire: «Oh oui, mais non, en fait, je veux autre chose», ça me semblait un peu, cavalier Et, et d'autant plus que c'était très bien. et justement, toi, Charline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en quelques mots, ton parcours et en fait, quel a été le travail que tu as réalisé sur le livre et comment tu as collaboré avec Mylène? Mon parcours, dans un premier temps, on a le même diplôme avec Mylène qui est le BEP métier de la mode et industrie Mhm. connexes, que j'ai obtenu en 2006. C'est un BEP que j'ai obtenu, non sans difficulté parce que, excusez-moi, j'essaye de marcher pour vous enlever du bruit et au final, j'ai pas trouvé d'endroit où me poser. Je vais me mettre dans l'herbe. Désolée. Donc j'ai obtenu mon diplôme en 2006. C'est un diplôme qui m'a un peu dégoûtée de la couture en fait, parce qu'on était dans une approche très industrielle où devait être vérifié, s'assurer qu'on était sur une production hyper qualitative et ça avait enlevé la notion de plaisir et de créativité, ce qui fait que j'ai un peu fait la tête à la machine pendant plusieurs années. Ouais. Et c'est des amis qui faisaient de la couture plaisir qui m'ont réinitiée à cette pratique sans pression. Ouais. Donc ça, c'est la fin de mon parcours et pourquoi je faisais la gueule à la machine. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le livre? Alors, moi, j'ai travaillé en agence de com aussi, donc tout ce qui est stratégie, on va dire, de communication et de diffusion, Mhm. à savoir auprès de qui on s'adresse, de quelle manière, quelle est la ligne éditoriale, etc. Et l'esthétisme également. Ouais. C'était vraiment ce sur quoi j'étais attendue et ce sur quoi on a réussi à travailler ensemble parce que finalement, au niveau de la ligne éditoriale, on a quand même beaucoup de similitudes avec Mylène. Moi, je sais que j'ai écrit des textes qui ont été repris par Mylène et ça me convenait tout à fait. Donc il y avait vraiment des ping-pong majoritairement entre ce que je faisais et ce qu'elle réalisait, qui était très fluide, je trouve. Il y avait rarement de moments de désaccord, enfin je crois que c'est même pas arrivé, de désaccord total. Voilà, après on est toutes les deux pointilleuses sur des sujets complètement différents, donc ça c'était assez rigolo, mais pour le reste, voilà, moi c'était plutôt au niveau de... En fait, comme on a les mêmes valeurs et qu'on a les mêmes envies, c'est quand même facile de capitaliser sur nos compétences communes au service d'un projet qui faisait sens pour nous. Tout à fait. Et quelle était, on va dire, donc on a vu la ligne éditoriale et la ligne, on va dire, technique de votre livre. Et quelle était, on va dire, la ligne artistique que vous avez décidé de proposer? Comment vous la décririez? Coloré de toute évidence, parce qu'effectivement, le seul livre qui avait été fait en ce sens sur le sujet a été écrit par une Australienne qui effectivement avait pris parti d'utiliser des matières premières telles que le coton, le lin, le chanvre, etc., qui sont, lorsqu'elles ne sont pas colorisées, des matières somme toute très neutres. Et il y avait cette volonté de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et de prendre le contre-pied justement de l'attendu. En fait, moi, ce qui m'ennuie de manière générale, c'est d'être là où on nous attend. Et sur un sujet tel que le zéro chute, j'avais envie de donner envie. Et Mylène aussi. Oui, c'est vrai que sur quelque chose où on est sur une forme de sobriété, en fait, dans la consommation du tissu, ça voulait pas dire qu'on était dans une sobriété artistique, en fait. Et qui n'est pas forcément négative d'avoir des couleurs très naturelles et une utilisation très soft et très, voilà, comme ça, consensuelle de la chose. Mais là, pour le coup, on peut faire autrement, en fait. Exactement. Et donc, tu as travaillé, toi, Charline, sur les tissus, en fait, en particulier. Oui, aussi. Oui, en fait, il y avait cette volonté de trouver aussi un peu ma place. Et du coup, ça faisait...
En fait, il y avait une sorte de dichotomie aussi pour moi, même s'il y avait cette volonté de faire quelque chose de plus dynamique en termes d'esthétisme, créer une nouvelle matière, l'imprimer alors que l'on peut utiliser Mhm. l'existant, ça venait perturber, justement, le message principal. Ouais. Et ça, c'est Mylène qui m'y a encouragée parce qu'en fait, il y avait aussi une difficulté à se retrouver dans l'offre, des tissus existants. Mhm. Et moi, il y avait cette volonté aussi d'exprimer ma créativité à travers le textile et l'occasion s'est présentée et du coup, il a fallu faire un choix judicieux dans le partenariat et c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Atelier Incho qui est un partenaire engagé 100 français avec des encres bio, certifiées. Voilà, quitte à créer une nouvelle matière, autant qu'elle soit, responsable. Très bien. Donc, tu as créé un certain nombre de graphismes qui ont été Oui, imprimés par cet atelier. tout à fait. Voilà. Et donc, on en voit un certain nombre dans le livre et vous avez aussi Oui, utilisé d'autres tissus et aussi des tissus que vous avez, on va dire, qui vous ont été offert. offerts pour le livre, Mmh, ainsi qu'aussi de la récupération sur certains tissus. oui, Donc il tout y a à vraiment fait. un mix sur les différents projets et ça c'est intéressant, ça donne aussi à tous ceux qui auraient envie de se lancer d'avoir plusieurs possibilités, de mixer autant les matières que les couleurs, que les motifs, etc. Quoi. Mm. Tout à fait et de peut-être se dire, «J'ai déjà ça donc ça m'inspire» que de «C'est pas grave si je consomme parce que je sais que je vais faire du zéro chute». Comment vous avez choisi vos modèles? Est-ce que c'est les personnes qui sont venues à vous quand vous avez fait des appels ou est-ce que ça s'est fait de manière assez après la création de la collection? Comment ça s'est fait? Est-ce que ces personnes ont donné leur avis ou euh, ont joué avec vous sur la façon de présenter tout ça? Comment ça s'est fait? Je suis pas claire. Si, j'ai compris. Pardon. En fait, moi aussi je vais pas y arriver, je vais bégayer. Dans un premier temps, quand on a mis à plat tout le projet, nos idées, nos valeurs et cetera, on avait également réalisé un mood board avec, le fantasme absolu des personnes et les représentativités qu'on aurait aimé voir dans ce Mhm. livre. Il s'avère que dans mon entourage et dans l'entourage de Mylène aussi, on a des amis qui correspondaient parfaitement, à l'idée des personnes qu'on avait envie de voir dans ce livre, en l'occurrence, des physiques, et là je m'arrête là parce que j'ai peur d'être touchy. Je sais pas comment dire. Qui sortent des standards attendus? Tout à fait et après de là à dire qu'ils ont participé au projet, dans le fit et cetera, non. Mais, ils ont grandement participé au projet en déjà en acceptant d'être modèle pour nous et en étant de très bonne humeur le jour du shooting. En Voilà. parlant du shooting, justement, vous avez fait appel à quelqu'un en particulier. Comment ça s'est fait, cette collaboration avec Julie de Jolie Bobine? Julie est de Jolie Bobine, que l'on ne présente plus, est une amie, et qui est quelqu'un qui, adore prendre des photos et j'avais vraiment envie de collaborer avec elle et Mylène aussi et d'avoir son œil et sa touche artistique, pour la réalisation de ce livre. Et donc ça s'est fait, le shooting s'est fait sur une journée, c'est ça? Oui, une journée sur Bordeaux, elle est venue sur Bordeaux, elle a pris le train et c'était, super. Et vous aviez travaillé avant avec elle ce que vous vouliez ou vous lui avez un peu laissé carte blanche sur ce que vous avez à présenter? Comment ça s'est joué, on va dire? Alors le jour J, il y avait aussi, la directrice artistique de chez Hachette qui était présente ainsi que l'éditrice Aude de Selle. Heu, Julie me connaît, donc elle sait à peu près ce qui était attendu en termes d'esthétisme, on a les mêmes goûts. Mhm. Donc lui dire l'attendu, c'était un peu compliqué. L'environnement, dans lequel on était, favorisait aussi on va dire les poses ou les mises en situation qui étaient les plus valorisantes et pour les personnes et pour les, tissus et pour les vêtements. Ouais. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière dans le livre, on va dire. Donc on a parlé du modélisme, mais ce que je trouvais très intéressant aussi, et ce qui était à noter, c'était tout ce qui était construction après. Dans le livre, c'est présenté avec un grand nombre de tout petits schémas, tout expliqué et tout ça. Et je trouvais que ce qui était intéressant pour quelqu'un qui, comme moi, coud beaucoup, et par exemple, si je prends un patron d'une chemise, je vais arriver facilement à monter ma chemise sans trop regarder le mode d'emploi.
Et ben là, en fait, il va y avoir, de par la construction particulière de la création du modèle, en fait, les étapes vont être différentes. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que ça venait, nous, enfin, en tant que moi qui vais construire un vêtement pour moi à partir du livre, ça va être un challenge. Donc, je vais devoir me plonger là-dedans et voilà. Et je trouve que c'est super intéressant de se dire bah, qu'en fait, on peut construire différemment nos vêtements. Est-ce que ça a été une des parties auxquelles tu avais déjà réfléchi dans tes autres projets, Mylène, quand tu avais créé ta première collection? Ou est-ce que c'était quelque chose que tu as dû complètement retravailler? Et est-ce que c'est quelque chose que tu as fait vraiment en solo? Ou est-ce que pour le coup, tu t'es appuyé sur Charline et d'autres personnes autour de moi, toi, qui ont testé les modèles? Ouais, alors en fait, c'est pas spécifique à ce projet-là, c'est vraiment lié à la conception zéro chute de manière générale, Ouais, parce que en fait, la conception zéro chute, ça nécessite de re, enfin, déconstruire ce qu'on sait et un peu reconstruire en fait sa perception du modélisme. Donc ça veut c'est dire ça. que les pièces conventionnelles de patronage, à savoir les devants, les dos, les manches, les cols, euh, C'est ça. dans les faits, ils génèrent énormément de chutes. Donc l'idée, c'est de les repenser. Et évidemment, quand on les repense, eh ben, ils n'ont pas forcément une forme qui est tout à fait habituelle. Et donc, ça veut dire que c'est moins facile de reconnaître les pièces au premier abord. Et c'est pour ça que ça peut être perturbant, en effet, pour les personnes qui ont l'habitude de coudre des vêtements conventionnels. Après, en soi, il n'y a pas de technique de montage qui soit ultra spécifique à la conception sans chute. Euh, mais en fait, moi, je me suis entourée de Ronan, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler plusieurs fois, qui est mécanicien modèle, mais qui est très très fort en couture, en montage, et il fait aussi du zero waste design depuis des années. Ouais, Et en fait, ça a été vraiment un développement avec lui. C'est-à-dire que moi, je faisais des propositions. Bah, déjà, j'ai monté enfin, j'ai conçu tous les patronages. Lui, ensuite, il les montait à la machine. Il vérifiait un peu que tout allait bien. Il faisait des propositions en termes d'étapes de montage. Après, moi, je repassais derrière. Je disais non, ça, il faudrait plutôt le vulgariser comme ça. Parce qu'en plus, il y avait aussi l'aspect professionnel. Souvent, on emploie du jargon technique. On se rend même c'est ça. compte, comme disait Charline, on emploie du jargon qui est pas forcément accessible aux débutants. Bien que, quoi qu'il en soit, on a bien conscience que le projet pour des débutants, ça peut être intimidant. Donc, c'est plutôt intermédiaire, on va dire. Euh, et donc, il y avait vraiment ce challenge de réussir à proposer une expérience en couture qui soit intéressante. Même, on infuse un peu des techniques qui sont issues du luxe et dans le livre, mais on essaie voilà, de le rendre accessible par les illustrations, par la structure, voilà. C'est vrai on va finalement remonter les pièces et donc va falloir vous armer de gommettes ou de petits marqueurs en tout genre. Mais c'est intéressant, c'est finalement une autre façon d'approcher sa pratique de couture. Vous avez déjà eu beaucoup de personnes qui ont réalisé vos projets. Est-ce que vous avez comme retour justement sur, euh, j'ai envie de dire, l'expérience couture sur ce qui est la réalisation des modèles? Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu énormément de personnes qui ont fabriqué, mais celles qui ont déjà créé des tenues, les retours, c'était que le fit était plutôt bon, que c'était très intéressant, la construction, etc., que l'expérience était plutôt positive, mais qu'en effet, il fallait prendre plus de temps parce que ça nécessitait de cogiter davantage, en fait, puisqu'on vient Oui, chambouler tous les codes à la fois sur le placement des pièces sur le tissu, sur justement ces enjeux de reconstruction de tissu, si on a envie d'utiliser des coupons, et puis après, ben, sur ouais, la logique d'imbrication des pièces, etc., ça nécessite plus de temps de réflexion. Donc voilà, globalement, c'est ça les retours. finalement, c'est plutôt positif en termes de couture thérapie. On est sûr qu'on a l'esprit qui est occupé par complètement tout le projet, en Ah fait. oui, ah oui, oui, vraiment, ça demande. En fait, il y a Oumou qui nous a fait un retour, qui a une chaîne vidéo sur YouTube, qui a réalisé une vidéo
spéciale sur ce Ouais. livre-là, qui est hyper pertinente justement parce qu'elle s'adresse à tout le monde et qui est hyper transparente et qui a vraiment tout compris sur l'objet de ce livre et qui ne lésine pas sur le fait qu'effectivement, ça demande une énergie supplémentaire, une concentration supplémentaire, mais que c'est d'autant plus intéressant parce que ça permet justement de bousculer un peu les habitudes que l'on a et de se dire qu'on a fait un projet couture sans chute. C'est super appréciable, quoi. Et je voulais revenir de manière générale sur aussi l'esthétisme du zéro chute. Il y a aussi cette idée des vêtements très larges qui vont être, on imagine bien un t-shirt avec en T avec quelque chose qui n'est pas très euh, ou près du corps ou avec des pinces ou des choses comme ça. Ça, pour le coup, vous avez essayé de bousculer ça en montrant que c'est pas forcément des choses avec des aisances ou des ampleurs incroyables et que c'est pas juste j'ai coupé un rectangle que j'ai mis avec un élastique pour faire un pantalon, on va dire. Ouais. Oui, ça c'était vraiment un autre challenge que je me suis mis en plus. Il n'y en avait pas assez, visiblement. C'est ça. Euh, non, je pense que j'avais vraiment envie de répondre à cette critique qui est tout le temps faite à la conception sans chute, c'est que c'est des vêtements très larges, boxy, architecturaux, et qui ne sont pas ajustés globalement, qui sont pas féminins. Voilà, on dit souvent ça. Je déteste encore une fois, le fait de mettre les gens dans des boîtes. Mais c'était un vrai parti pris de me dire, ok, non, là j'ai envie de proposer des vêtements qui, en termes de construction, sont plus aboutis, mais qui du coup vont nécessiter plus de temps aussi à fabriquer euh, pour aller plus loin et montrer que ça peut être aussi plus travaillé en effet que des simples rectangles. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et montrer qu'on peut aussi obtenir de belles courbes. Je pense notamment au travail qui a été fait sur le col. Le col, c'est une pièce qui génère quand même pas mal de déchets puisque le pied de col et le col Mm-hmm. sont composés de courbes. Et, et du coup, ça a été tout un travail d'essayer de se rapprocher au maximum d'un col conventionnel tout en proposant en fait des patrons qui génèrent pas de chute. Et voilà, donc pas mal de réflexions. Mais en tout cas, esthétiquement, quand on voit le livre, le challenge est relevé. Je n'ai pas essayé de l'en coudre un pour l'instant, donc je ne peux pas dire, mais en tout cas, esthétiquement, on voit que ce ne sont pas des vêtements rectangulaires. C'est ça. Je pense que si on ne sait pas que c'est du zéro chute, à aucun moment on peut le deviner. Ou en tout cas, on peut lui apposer ce reproche qu'on pourrait apposer à certaines collections zéro chute, en tout cas. Exactement. Pour finir, d'une certaine façon, comment est-ce que vous vous sentez après toute cette aventure incroyable? Parce que j'ai déjà eu justement des personnes qui ont réalisé des livres. Je sais à quel point ça demande un temps et un travail de fou. Est-ce que vous avez refait du zéro chute après pour vous-même, par exemple? Et comment vous vous sentez à la sortie de ce livre et comment vous avez envie de le porter sur la suite, justement? Alors, c'est vrai que c'était une expérience très longue, d'autant plus qu'on est séparés par 500 km avec C'est Mylène. ça. Donc ça n'a pas facilité la tâche non plus. Mais c'est un réel soulagement et une grande satisfaction de voir l'accueil qui est fait à ce livre. Parce que quand on a trop la tête dans le guidon, au bout d'un moment, on ne sait plus. Ouais. En fait. On ne sait plus si ça va être bien accueilli, si on a fait ce qu'on voulait, si c'est clair, si les gens vont comprendre. Et de voir à quel point tout le travail qu'on a mis en œuvre est accueilli à sa juste valeur, c'est galvanisant. C'est très galvanisant. Après, est-ce que j'ai repris la couture? Moi, j'ai une petite chemise en cours là. Bon, c'est bien. Voilà, du livre, dans un tissu qui n'est pas visible encore dans le livre, mais que j'ai imprimé aussi et qui sera visible le jour de la démonstration sur le stand de Politique au CSF. Parfait, super. Parce qu'on vous retrouvera au CSF pour parler de ce livre, que ce soit en dédicace sur le stand Marabout ou au niveau du Politique, ou je crois que vous avez aussi un autre temps fort sur Atelier Brunette, c'est ça? C'est ça, on sera aussi chez Atelier Brunette vendredi. Bon, vous retrouverez tout ça si vous consultez le programme ou différents moyens de communication. Et toi, Mylène, après ce livre, quels sont, est-ce que
tu es encore dans le livre? Est-ce que tu as envie de le porter? Comment ça se passe? C'est vrai que la sortie, ça a été vraiment assez intense, enfin, de se dire, waouh, ça y est, il est là et les gens vont le voir. Ça va plus juste être un projet C'est que ça. l'on garde secret avec Charline, juste entre nous deux. Donc, c'était un peu flippant et en même temps, comme elle le dit, c'était galvanisant. Euh, et soulagée, je pense, et ravie de aussi passer à autre chose. Oui. Mais passer à autre chose, c'est pas forcément, ok, je le mets derrière moi et je veux plus en entendre parler. C'est plutôt passer à autre chose dans l'appréciation aussi de ce projet-là. Moi, j'avais vraiment envie que ce bouquin il devienne un réel outil pédagogique Oui, euh, dans mon travail en fait au quotidien et quand j'interviens dans des écoles, même quand je vais dans des entreprises, etc. Donc, je sais qu'il va vraiment me servir puisque voilà, c'est toute une méthodologie globale. Et donc, je suis vraiment ravie de pouvoir apporter cette nouvelle ressource-là dans les interventions que je vais faire. Et pour répondre à ta question, oui, il y a 2, 3 semaines, j'avais besoin de me faire un pantalon et ça fait des mois et des mois que j'ai besoin de me faire un pantalon noir. Mais juste, ça n'a jamais été la priorité dans mon quotidien, tellement j'étais prise par ce projet, que j'ai plein d'autres choses évidemment dans ma vie. Donc, je mettais toujours ça de côté, le fait de coudre pour moi. Et ouais, là, je me suis offert cette opportunité-là génial. en utilisant un patron de ce livre et en suivant mes propres instructions. Ça, c'était assez drôle de me retrouver à lire les instructions que j'avais écrites parce que je m'en souvenais plus. Bah, c'est ça. Je me souviens, j'avais reçu Milena de Eclipse Studio Lingerie. Et en fait, elle me disait, je pense que c'est plutôt bon signe quand tu as besoin de refaire une technique que tu reprends ton propre livre, en fait. Et elle disait qu'elle, c'est ce qu'elle faisait sur certains trucs. Elle reprenait son propre livre pour vérifier certains trucs, pour être sûre que ça fonctionne. Parce que Ouais, je pense que quand on écrit un bouquin avec plein de techniques, forcément, on ne les connaît pas toutes par cœur au moment où on en a besoin. Et de oui, revenir sur son propre livre, c'est toujours plutôt positif, en fait. ouais, c'est ça. Très bien. Et comment est-ce que justement toi tu vas le porter ça va être un outil que tu vas utiliser dans tous tes workshops ou tous tes ateliers, que ça soit auprès de professionnels ou auprès d'écoles. Est-ce que on vous a proposé par exemple des ateliers pour expliquer plus avant ou réaliser en direct enfin en direct avec un public des vêtements ou comment vous avez envie de le porter en tout cas vous? Ben, oui, récemment, je suis allée faire une intervention dans le Morbihan et à l'Usinou. Et justement, on discutait de cette idée de pourquoi pas organiser des ateliers d'une journée où on pourrait accompagner des gens à fabriquer leurs propres vêtements ou alors animer plutôt des ateliers sur toute la réflexion de conception qu'il y a derrière, le fait de déconstruire des patronages, etc. Donc, on cogite à plusieurs formats, mais qui se rapprochent finalement déjà de ce que je fais beaucoup. Et à l'époque, quand on s'est rencontré avec Charline, c'était déjà aussi ce que je faisais, c'est-à-dire que j'avais développé des patrons. Et l'idée, c'est d'inviter des gens à venir coudre avec moi pour apprendre à concevoir. C'est Ouais. toujours facile d'être accompagné. Et donc, voilà, peut-être que ça va être un des formats qui va être développé par la suite. Mais bon, au moins, c'est vrai que vous aurez déjà tout le travail. Et comme tu dis, c'est au-delà d'un livre de patron, c'est aussi un livre méthodologique, en fait. C'est ça. C'est, il y a vraiment, quand je disais que sur 120 pages, les 50 premières pages sont les pages d'explication. C'est la méthode, il y a une petite partie historique, etc. Mais il y a vraiment cette comment vous vous avez créé, enfin comment toi tu as imaginé l'utilisation du truc et comment on peut le refaire. Et donc ça c'est un des gros plus en fait de ce bouquin quoi. Ouais, et puis dans le livre, il y a aussi une grille d'optimisation créative Ouais, qui, pour moi, est centrale en fait dans toute la méthodologie. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'est pas forcément dans une optique de faire absolument du zéro waste, l'idée, c'est plutôt de peut-être utiliser aussi cette grille pour d'autres patronages, d'autres marques, ouais. et d'imprimer des petites versions des patronages pour soi-même essayer de calculer comment est-ce qu'on peut optimiser pour consommer moins de matière, etc.
tout cas, je l'ai pensé comme ça. Donc, il va falloir créer aussi beaucoup de contenu pédagogique pour accompagner les gens dans cette démarche-là. Donc, ça va être aussi tout un challenge dans les mois à venir de faire en sorte à ce qu'elle soit utilisée, qu'elle se diffuse et que les gens en comprennent le sens de la pratique. Très bien. Je fais une petite incursion traduction. Zero waste. Waste, c'est le gâchis, en fait. Donc, c'est pas de gâchis. D'où le zéro chute plutôt que zéro déchet. Ou en tout cas, quand on fait de la couture zéro déchet, ça se rapporte souvent à des objets qu'on va utiliser parce qu'on va les réutiliser plutôt que de prendre, par exemple, du sopalin qu'on va jeter ou des mouchoirs. Et donc, dans ces cas-là, c'est des objets qu'on ne va pas jeter. Là, on est sur du zéro chute, c'est vraiment sur la conception plutôt que l'objet final. Voilà, c'était le petit point vocabulaire au cas où certains se poseraient la question. Bah, écoutez les filles, je vous remercie beaucoup d'être venues parler de ce livre. Je vous remercie pour, vous me l'avez envoyé pour qu'on puisse en discuter pour l'entretien. On avait déjà parlé avec Mylène du zéro chute, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous repartagerai l'épisode, c'était il y a 2 ans, donc je ne me souviens plus du numéro. Mais en tout cas, on avait déjà beaucoup parlé de ce sujet, donc si ça vous intéresse, allez-y. Et là, c'est un bouquin qui est juste génial. Donc, l'occasion de scout de Nouveau-Vellement avec vraiment une autre façon de penser la couture. Et comme dans plein de situations, c'est toujours intéressant de se remettre en question. Et là, c'est vraiment ça. Donc, merci à vous deux pour ce travail de fou. Et puis, on se retrouve très bientôt pour en parler de vive voix pour ceux qui voudraient être à Paris à la fin du mois de novembre. Et puis, pour tous les autres, courez chez votre libraire, vous procurez ce livre et commencez à créer. Voilà. Est-ce que vous auriez un mot de fin, chacune, si vous le souhaitez ? Oui, moi je vais repartir sur le mantra qui était moins de chute, plus de kiff. Exactement, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Bon, et si on veut retrouver ton univers complètement déjanté et juste génial, Charline, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'un peu d'inspiration ? Alors, excusez-moi, j'essaye d'esquiver mes chats qui me demandent des choses. Hop là, on ferme la porte. Moi, on peut me retrouver sur Instagram sur le compte Charcutine de Lagueuse. Parfait. Mylène ? Et moi sur le compte reformons-nous, re.formons_nous. Parfait. Je laisserai les informations de toute façon sur les notes de l'épisode. Merci à toutes les deux. Et puis, merci à toi, Mathilde. Bonne et très longue vie à ce super bouquin. On l'espère, on lui souhaite en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Mithel. Un mix de Mathilde et Mylène, ça donne Mithel. Wow. Toutes les infos partagées lors de cet épisode sont à retrouver sur le site ateliersherwood.fr. Merci de ton écoute. Et puis, tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, coaching en images, je suis là pour toi. Tu veux en savoir plus sur mon travail ? Suis-moi sur les réseaux sociaux, sur mon site et contacte-moi pour qu'on discute. Merci de ton écoute et à très vite.